Bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée «Quel visuel réel on a sur le parcours flamme jumelle?» Pour moi, c'est une question qui est capitale et très souvent, j'en parle aux gens que je coach parce que ce que j'ai remarqué depuis donc 4 ans que je fais du coaching FJ, c'est qu'en fait, très peu de chasers essayent d'aller vérifier l'information, c'est-à-dire sur tout ce qui va être dit dans le récit FJ. Finalement, on se rend compte que les gens vont pas chercher à vérifier, ou très peu. Ce qui fait qu'en fait, le chaser va être principalement motivé ou mu par deux choses. La première, ça va être la puissance des désirs et des volontés de son inconscient. C'est-à-dire quand on a rencontré l'autre, l'autre c'est mon autre, je le sais, tatata. Donc à partir de là, s'engage un certain nombre de choses à l'intérieur du chaser. Puis quand il arrive sur Internet et qu'il lit donc toutes les informations sur la flamme jumelle, peu importe le média, qui va sensiblement dire la même chose, ça vient renforcer finalement le moteur principal, donc des désirs et des volontés de l'inconscient. Et on se rend compte que, comme globalement le discours FJ dit au chaser ce qu'il veut entendre et ce qu'il croit déjà, le chaser, il va... Alors évidemment, je fais très blanc, très noir, comme d'habitude, pour faire des grandes tendances, pour pas rentrer dans toutes les subtilités et les différents cas, parce qu'évidemment, tous les chasers sont pas comme ça. Mais c'est quand même une grosse tendance générale d'avoir finalement un chaser qui est un croyant, mais pas un sachant. Et la différence entre le croyant et le sachant, elle est de taille, parce que le croyant, c'est quelqu'un qui va entendre quelque chose et adhérer à l'idée, X, Y, et puis plus il adhère fort, plus il est convaincu, plus en fait il se conditionne, mais il ne sait pas si la chose est vraie ou pas. Le sachant, c'est quelqu'un qui va aller sur le terrain et qui va aller finalement se bâtir un système, certes de croyance, mais basé sur des faits. Je donne un exemple tout bête, mais depuis une petite dizaine d'années, il y a le retour des fervents défenseur de la théorie de la Terre plate. Et du coup, dans cette théorie, finalement, il y a tout un tas de gens qui vont croire ce qu'ils veulent croire en fonction des photos qu'ils ont prises de la NASA, du truc, du bidule, bref, etc. Mais ils n'ont rien vraiment vérifié, ils n'ont rien vraiment expérimenté, ils sont derrière leur ordi, et puis avec des bouts d'infos de ce qu'ils ont, ils montent une théorie. Et puis il y en a un, c'est assez récent là, qui a dit « Moi, je vais vous prouver que la Terre est plate ». Du coup, il s'est organisé un voyage, je crois, au Groenland, et donc du coup, c'est pas un truc qui s'organise du jour au lendemain, déjà ça coûte de l'argent, etc., il faut se préparer et tout. Il y est allé, et puis il a reconnu son erreur. Il a dit en fait, je me suis trompé toute ma vie, en fait, la Terre est un globe. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne-là, finalement, a changé ce qu'il pensait sur la base des faits. Avant, il était persuadé, le gars était convaincu, c'est bon, tout le monde se trompe, c'est le seul qui a raison. Et pour autant, en faisant un peu le détective et en allant sur le terrain, la réalité terrain, il s'est rendu compte que les faits montraient autre chose. Du coup, il réajuste finalement ses informations intérieures et puis bon, il reconnaît son erreur. Les chasers sont très peu à faire ça en fait. Les chasers sont très... Alors évidemment, avec le temps, ça va venir, ça va changer, mais là, je parle vraiment d'une tendance générale, c'est-à-dire que pendant une bonne partie du parcours, on n'a pas envie d'aller vérifier l'info, parce qu'on n'a pas envie de trouver des informations qui viendraient finalement nous montrer qu'on s'est trompé, ou qu'on n'est pas sur le bon chemin, ou qu'en fait, c'est pas là qu'il faut regarder. Et du coup, le problème avec ça, c'est que le chaser, en fait, va regarder un paysage au travers d'un trou d'une serrure, c'est-à-dire qu'il ne voit qu'un petit bout, en fait, de la réalité, mais il va pas prendre du recul pour dire « et si j'ouvrais la porte et que je regardais évidemment le paysage dans la totalité, qu'est-ce qui se passerait ?» Et donc, aujourd'hui, ce que je vais proposer dans cette vidéo, c'est un petit exercice tout simple que j'invite chaque personne qui écoute cette vidéo à faire. Il faut juste une feuille et un stylo, et il faut une bonne grosse dose d'authenticité, de sincérité et d'honnêteté avec soi-même. Alors cet exercice, pour le faire, il faut vraiment prendre le temps. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va faire en 1 minute 30, il faut vraiment tranquillement se poser à un café ou chez soi, dans le salon, à un endroit où on n'est pas dérangé, puis on prend sa feuille et son stylo, puis on essaye de répondre aux questions que je vais donner. Mais vraiment en étant honnête, sincère et authentique avec soi-même. Ça va coûter vraiment au chaser de faire ça parce que ça veut dire je suis prêt finalement à être honnête dans la réponse que je vais donner, donc les réponses qui sont en moi et que je vais mettre sur la feuille, et je suis prêt à éventuellement me confronter à des réponses qui vont peut-être pas dans le sens que j'aimerais que ça aille. C'est un peu complicated. Ce qui est intéressant, c'est que dans le parcours flamme jumelle, on aime se croire dans un parcours d'éveil spirituel. Pour autant, ce genre d'exercices ne seront pas donnés. Ceux qui seront en contact avec ce genre d'exercice, beaucoup vont pas avoir envie de le faire. Pourquoi ? Parce que justement, ça va nous confronter avec, d'un côté,
on va dire, le chemin de gauche, notre système de croyance, et de l'autre côté à droite, les faits. Et parfois, on va se rendre compte que ça colle pas. Il y a un problème. Et ça va nous ramener à se poser des questions sur notre intériorité, sur nos intentions. Et on va se rendre compte que on a envie d'être un croyant. On n'a pas envie d'être un sachant. Parce que si on devient, entre guillemets, un sachant, c'est-à-dire que si on commence à regarder les faits, etc., en fait, faire la différence entre les faits et les opinions, on va se rendre compte que si on s'en tient qu'aux faits, comme j'aime dire cette phrase-là, les faits, rien que les faits, il n'y a que ça de vrai, ça va nous pousser à aller sur un chemin où au début, le chaser, tu sais, c'est un peu comme quand tu veux ramener ton chien à la maison, tu as vu, il freine des cas de fer, alors tu sens que le chien, il est bien dehors, tu vois, il veut pas rentrer à la maison. Et le chaser, il fait exactement pareil, il veut pas aller sur ce chemin-là pendant un temps. Au bout d'un moment, il va y aller parce que quand il en aura marre d'en avoir marre, comme je dis sur le blog, il va dire, allez, c'est bon, je change mon fusil d'épaule, je teste un autre chemin, là, ça m'a trop gavé. Mais pendant une bonne partie du parcours, et ça va dépendre de chacun, il y en a, c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, 9 ans, 15 ans pour d'autres. Ils sont un peu comme ce chien qui va dire non, je ne veux voir que ce que je ne veux voir, le reste, ça ne m'intéresse pas. Et quand on fait ça, on n'est pas dans un parcours de vie spirituelle, on se conditionne à un autre type d'information, un autre type de système de croyance, et on ne veut pas en sortir. C'est pour ça que, très souvent, je vais en parler après si j'oublie pas, les fervents croyants du parcours flamme jumelle sortent des phrases, je vais la dire maintenant, comme ça je vais l'expliquer après, du style « l'essence de la flamme jumelle et d'atteindre l'amour inconditionnel ». Cette phrase-là, elle est belle, mais elle veut rien dire. Je vais l'expliquer après. Et ce genre de gens-là qui disent ce genre de choses-là ne se rendent même pas compte que ce qu'ils disent n'a aucun sens, en fait. Mais ça apparaît avoir du sens. Alors maintenant, on va passer à l'exercice. Donc, il faut une feuille et un stylo. Et on est parti. Alors, en haut de la feuille, on va écrire quel est mon visuel réel sur le parcours flamme jumelle. Ça donne le ton, la thématique. Puis, on va dire que je m'appelle Marie. Alors, toi, tu remplaces avec ton prénom. Donc, moi, je m'appelle Marie. Moi, Marie, quels sont les faits, les données vérifiables, mesurables et quantifiables que la flamme jumelle existe? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est pratiquement la même. Moi, Marie, quels sont les faits, les données vérifiables, mesurables et quantifiables que si le chaser travaille sur lui, le runner reviendra? Troisième question. Moi, Marie, quels sont les faits, les données vérifiables, mesurables et quantifiables qu'il y a des réunions flammes jumelles ou qu'il y a autant de réunions de flammes jumelles comme on le dit sur Internet? Ces trois questions, elles sont hyper importantes parce qu'en fait, on vient essayer de savoir si on a des informations, des faits, des données vérifiables, mesurables et quantifiables sur des concepts clés ou des idées clés ou des croyances clés du récit flamme jumelle, qui sont le fondement du récit flamme jumelle. Alors évidemment, je n'ai pris que 3, il y en a d'autres, mais on peut s'amuser comme ça sur tous les points clés du récit flamme jumelle. Alors maintenant qu'on a écrit ces 3 questions, on va se poser tranquillement dans le salon, à un café ou devant un beau paysage, et puis on prend le temps nécessaire pour vraiment jouer le jeu. Alors là, il faut être vraiment authentique, sincère et honnête avec soi-même, et de dire, quels sont les faits que j'ai en ma possession, les données vérifiables, mesurables et quantifiables qui permettent donc de répondre à chacune des questions, et vraiment, je fais du mieux que je peux. Une fois que ça c'est fait, qu'on a rempli ce qu'on a rempli sur la feuille, dernière instruction, barrer, dans toutes les réponses que j'ai données, barrer tout ce qui est une opinion et pas un fait. Moi, quand je le fais avec les clients, ça, c'est trop marrant parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont barrées. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la personne a vraiment du mal à faire la différence entre une opinion et un fait. Donc, opinion / système de croyance, quoi. Là, on va se rendre compte à la fin, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on n'a pas grand-chose sur la feuille, en fait. Et on peut avoir des choses comme, par exemple, là, Marie va me dire oui, mais regarde, si le chat, donc à la question, quels sont les faits, les données vérifiables, mesurables et quantifiables, que si le chaser travaille sur lui, le runner reviendra, la personne a écrit et a laissé ça comme un fait. Il y a plein de gens sur YouTube qui disent que si le chaser travaille sur lui, le runner reviendra. Donc elle me dit, mais ça c'est un fait. Je lui dis, la moitié de ta phrase est un fait, l'autre moitié est une opinion ou un système de croyance. Elle me dit, mais comment ça? Je dis, c'est un fait qu'il y a plein de chaînes YouTube qui disent que si le chaser travaille sur lui, le runner reviendra. Oui, c'est vrai qu'ils disent ça. Mais maintenant, Marie, quels sont tes faits
à toi tes données vérifiables, mesurables et quantifiables qui prouvent que, effectivement, quand le chaser travaille sur lui, le runner revient ou reviendra, c'est-à-dire le vrai retour changé d'une personne qui est vraiment différente d'avant, qui accepte cette relation qui permet justement d'atteindre la réunion. Et là, en général, ça coince un peu parce que Marie se rend compte qu'elle n'a pas grand-chose en termes de faits ou de données vérifiables, mesurables ou quantifiables qui viennent montrer que ce concept ou cette idée est vraie en fait. Et pareil pour les réunions flammes jumelles. Et du coup, là, la personne, elle se rend compte que du coup, elle est dans un système de croyance. Et je lui dis, mais imagine que tout ça, ça marche pas en fait. Imagine que ça soit faux. Tu fais quoi? C'est-à-dire tu vas continuer de persister, de, entre guillemets, chercher à garder la foi pour un truc qui peut-être n'existe pas ou n'est pas vrai. Et là, elle me dit, mais si, regarde, il y a des rayons flammes jumelles et tout. Je dis, bon, attends, Marie, quels sont les faits, les données vérifiables, mesurables et quantifiables qu'il y a autant de rayons flammes jumelles comme tu le dis? Et très souvent, ils me disent, donc ils se rabattent sur la seule chose qu'il y a, c'est-à-dire des gens, créateurs de contenu, qui s'annoncent comme étant flammes jumelles réunies. Et elle me dit, mais si, regarde sur Internet, il y a plein de chaînes YouTube qui disent être réunis. Je fais, certes, il y a des chaînes YouTube de gens qui disent réunis. Mais du coup, s'ils sont plein, comme tu dis, tu peux me donner des noms? À chaque fois que je pose cette question-là, ça galère. Alors évidemment, il y a des gens qui vont créer du contenu et se dire flammes jumelles réunies. Alors attention, parce que là, faut être un détective. Par exemple, dans ces 4 ans de coaching, j'ai eu des gens, créateurs de contenu, qui s'annoncent flammes jumelles réunies, et puis finalement, quand on est en coaching et que je pose des questions qui dérangent, on se rend compte qu'en fait, la réunion, il y a peut-être le nom, mais en tout cas, dans la réalité 3D, c'est-à-dire les faits, c'est pas le cas. Les personnes habitent dans 2 pays différents, ça fait 6 mois, 4 mois, 8 mois, 1 an qu'ils ne se sont pas vus et qu'ils ne se parlent pas, mais ils sont réunis. Alors après, je sais pas, il y a peut-être un tour de magie qui fait qu'on ne se parle pas, mais on est quand même réunis. Après tout, la 5D, il y a la 8D, la 9D, la 15D, tu vois. Donc, tout est possible avec la flamme jumelle. Alors évidemment, tous ne sont pas dans ce cas-là. Il y en a qui sont vraiment en couple avec quelqu'un. Mais là, on en revient à la première question, c'est-à-dire, Marie, quels sont les faits, les données vérifiables, mesurables et quantifiables que la flamme jumelle est une réalité? Et donc, que l'on peut estampiller ces gens qui sont effectivement en couple de flamme jumelle. Sachant que la flamme jumelle veut dire la source, ça crée une âme, la scindée en deux, les deux vont dans 2 corps, l'un est yin, l'autre yang, etc., avec tout le plan qui va avec. Le problème, c'est que ça, on ne peut pas le prouver, donc on n'en sait rien en fait. Et personne n'en sait rien, il n'y a que des convaincus. Ce qui veut dire il n'y a que des gens qui sont dans, ce qui en soi ni bien ni mal, mais qui sont dans une puissance, d'une pression ou d'une tension cognitive, c'est-à-dire très très fortement accrochée à une idée qui, dans l'absolu, peut-être qu'elle est vraie ou peut-être qu'elle n'est pas. Tant qu'on n'arrive pas à se détacher de ça, soit on guérit pas, soit on guérit extrêmement lentement. Parce que le nerf de la guerre est toute cette puissance de cet attachement mental intérieur à avoir envie d'être flamme jumelle, à se croire flamme jumelle, à s'identifier flamme jumelle, et donc se croire dans un certain parcours. Et l'expression, c'est, on va dire, face de pile, pile étant, entre autres, une ligne de code extrêmement bien ancrée qui dit « tel que je suis incomplet, je ne suis pas parfait ou je ne suis pas entier, et pour l'être, il me faut quelqu'un d'autre. » En gros, la codépendance, quoi. Donc, c'est-à-dire que tant que je reste accroché comme une moule à mon rocher, ok, je suis un naufragé, mon bateau a coulé, donc je reste accroché comme un gros malade à mon rocher, c'est-à-dire que je me crois flamme jumelle, je suis persuadé de flamme jumelle, je suis persuadé que je suis sur le bon chemin, c'est parce qu'il y a une peur opposée juste à côté. Ce qui veut dire que je crois qu'en m'accrochant au rocher, ça va m'éviter de me noyer. Donc ça veut dire d'une part, je crois que je vais me noyer si je lâche le rocher, et d'autre part, je crois qu'en m'accrochant au rocher, fait que ça va me sauver. Et tout le travail de libération émotionnelle va consister justement, pour reprendre cet exemple très simple, de lâcher, de laisser partir toute cette tension intérieure, qui n'est pas voulue du chaser, mais qui est imposée par l'inconscient, sur à la fois vouloir s'accrocher au rocher pour éviter de se noyer. Quand vouloir s'accrocher au rocher et la peur de se noyer n'existe plus, le chaser fait la planche, tout simplement. Ça coûte 0 effort, 0 calories, il y a 0 risque, puisque le corps humain est fait pour flotter.
Et on peut rester comme ça pendant des heures. Alors évidemment, on va pas rester comme ça dans l'inaction, mais c'est pour montrer qu'en fait, grosso modo, quand on arrive en complétude, on est dans cet état-là, c'est-à-dire qu'on est cool avec le flow de la vie, etc. Et que on est flamme jumelle, on l'est pas. Bah écoute, c'est quoi bah voilà. C'est une question qui nous intéresse plus en fait. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ce que je dis très souvent à mes clients, je dis regarde, il y a deux options possibles. Option 1, la flamme jumelle existe vraiment, il y a une vraie réalité intrinsèque. Et du coup, il y a vraiment un plan, etc., comme ce qui est raconté. Ou option 2, bah, ça n'existe pas du tout et c'est juste du micmac mental qu'on s'est raconté pour pouvoir digérer la pilule qu'on n'arrive pas à digérer. Mais je dis, dans les deux cas, voici ce qui se passe. Dans le discours, on va dire officiel ou généralement admis, on te parle quand même que grâce à la grande séparation, ce qui est prévu par la source, etc., du coup, ça donne un espace de travail sur soi et de guérison pour que le chaser, qui est 0,5 âme, soit complet. Du coup, l'idée, de toute façon, avant la réunion, d'après le discours officiel ou généralement admis, c'est qu'à un moment donné, tu utilises cet espace de séparation pour être enfin complet par toi-même. Et après, il y aura, du coup, le retour du runner, etc., etc. Dans la version numéro 2, si jamais tout ça c'est juste de l'imaginaire et que on s'est inventé ce récit bisounoncé, romantisé, spiritualisé pour essayer de faire passer la pilule qui passe pas, de toute façon, c'est la même chose. On va bien arriver en complétude pour récupérer un état de bien-être intérieur. Donc dans les deux cas, l'objectif est le même. Mais voici ce qui se passe. Quand tu arrives en complétude, dans l'option 1 ou dans l'option 2, on arrive toujours au même résultat final. À la fin de la fin de la fin, le runner, on n'y pense plus. On n'est plus dans l'attente, c'est une thématique qui n'est plus présente en nous. Ce qui veut dire que si on en est là et qu'on est dans l'option 1, a priori, à un moment donné, par vase communicant avec tout ce qu'on a nettoyé, l'autre devrait revenir. Et puis à ce moment-là, s'il revient, tu verras bien ce que tu fais. Si on est dans l'option 2, que donc on est en complétude et qu'on pense plus à l'autre, du coup c'est pas un problème parce qu'il n'y aura pas de retour. Donc du coup, toi tu te sens bien, tu fais ta life. Donc dans les deux cas, on arrive au même résultat. Maintenant, c'est ça qui est intéressant. Et c'est entre autres pour ça que j'ai proposé l'exercice au début de la vidéo. C'est qu'on va se rendre compte qu'en fait, tout le nerf de la guerre, il est que psycho-émotionnel. Parce que quand on a envie de s'accrocher à être flamme jumelle, se croire flamme jumelle, se croire sur le parcours, etc., ou vouloir garder la foi, etc., le vouloir garder la foi, c'est déjà la preuve que tu l'as pas. Je veux dire, c'est juste de la logique intersidérale, quoi. Ça, c'est la preuve par neuf qu'on est intérieurement, psycho-émotionnellement parlant, donc c'est de la psychologie. Je rappelle que dans son étymologie, le mot psychologie veut dire l'étude de l'âme, du souffle de la vie et du mental. Donc l'étude de qui tu es, du je suis, de comment je fonctionne à l'intérieur, ma mécanique intérieure. Et donc du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant que psycho-émotionnellement parlant, j'ai besoin de m'accrocher à du tarot, de la médiumnité, tout un tas de vidéos flammes jumelles, et à vouloir garder la foi, etc., je ne suis pas dans un processus de guérison intérieure délibéré. Je suis soumis aux volontés de mon égo mental qui, lui, veut pousser dans cette direction-là, parce que pour l'égo mental, c'est-à-dire l'inconscient, c'est effectivement la bonne direction. Parce qu'en faisant ça, c'est-à-dire en mettant des coups d'épaule, en fait, on pourrait dire dans la porte qui est fermée, alors je donne un des cycles parmi tant d'autres, chez le chaser, mais donner des coups d'épaule, en gros, essayer de faire changer quelque chose qui ne change pas, c'est un schéma du passé que le chaser a vécu, notamment avec les parents. Alors je fais des grandes tendances générales, mais démons, parce que c'est quelque chose qui est très souvent constaté, et ça alimente notamment une partie de l'addiction, une partie de ce qu'on va appeler ce lien flamme jumelle, etc. Ça fait partie de ces choses-là qui, dès qu'on commence à dissoudre, soulager, libérer, amenuiser ces tensions intérieures, on se rend compte qu'on pense de moins en moins à l'autre et jusqu'à qu'il n'y ait plus rien du tout, en fait. Il n'y a plus de dimension énergétique, il n'y a plus rien du tout, en fait. Et ce qui reste à la fin, c'est un être humain qui se sent bien. Et ça, Eckhart Tolle le dit très très bien dans son bouquin Le pouvoir du moment présent, où il dit quand on fait l'observation, notamment du corps en souffrance, moi je l'appelle le mental égo inconscient, mais tout ça c'est différentes parties on pourrait dire de la même entité, quoi. Et il le dit très bien, il dit le corps en souffrance a besoin de se nourrir, il a besoin de trouver circonstances, situations, événements, etc., qui vont continuer de l'activer en fait, et donc activer sa survie. Et donc forcément, dès qu'on va commencer à regarder les fuels motivationnels de l'inconscient et de qu'est-ce qui veut
continuer d'alimenter et qu'on va essayer de s'en détacher, on va entendre tout un tas de peurs. Et ça, c'est garanti sur facture, mais 100 milliards de fois, exposant 100 milliards de l'infini de l'univers, quoi. C'est tout le temps comme ça. C'est si tu lâches le rocher, tu vas mourir. Mais est-ce que c'est vrai? Bah non, mais on y croit tellement. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie à la pensée et à l'émotion. Problème numéro un dont parlait de Cartol dans Le pouvoir du moment présent, et qui est justement l'aspect à utiliser entre guillemets en priorité pour commencer à dénouer toutes ces tensions intérieures, parce que quand une pensée monte en nous, en fait, on va faire un certain nombre de choses sur cette pensée, et on le voit ça quand on fait de la libération émotionnelle et de l'art du lâcher prise, c'est qu'on va se rendre compte de, on pourrait dire, il y a un cube, c'est la pensée, c'est le sujet en question, et le cube, il a 8 faces. Donc on pourrait dire on va avoir plusieurs intentions sur la pensée qui monte. Par exemple, un truc qu'on connaît tous, c'est dès qu'il y a une pensée négative qui monte en nous, ou un ressenti négatif, on va essayer de le combattre, de le refouler, de le nier, de le bloquer, ce qu'on va appeler le refoulement. Mais on va faire d'autres choses derrière. Pas que ça. Les deux grandes thématiques, c'est il y a une émotion négative ou une pensée négative qui monte, soit on bloque, soit on s'y accroche. Ça, c'est on pourrait dire les deux grandes colonnes. Mais en fait, dedans, il y a des sous-aspects. Et ça, on s'en rend compte quand on commence non plus à être sous emprise de l'ego mental, mais à regarder comment l'ego mental nous a sous emprise. Ça n'a rien à voir. En termes de résultats, ça n'a rien à voir. Et donc, en termes de libération, bah, exactement pareil. Et donc, ce qui veut dire que quand on commence à regarder avec attention et donc minutie les différentes tensions intérieures, les différentes volontés intérieures qu'on a par rapport à cette pensée slash émotion négative, en fait, on commence à ouvrir les yeux sur des mécanismes qui se passent en nous, mais qui, quand on est sous emprise, en gros la tête dans le guidon, quoi, des pensées, des émotions, enfin bref, du faux de pensée, bah, qu'on ne voit pas, mais c'est tout le temps là, en fait. Et c'est pour ça que quand on regarde tout ça, on fait Ah, ah oui, d'accord, je comprends. Et là, on est capable, alors, de dire Ah oui, non, mais attends, non, attends, non, non, attends, 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 non, non, ça, j'en veux plus, ça. Tiens, allez, j'éteins la lumière, allez, salut. Et donc, à ce moment-là, on a accès à beaucoup plus de notre vérité intérieure sur ce qui se passe réellement en nous. Et là, on a du pouvoir. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est à ce moment-là, quand on commence à faire cette observation, qu'on a accès à nos fuels motivationnels. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, on va dire, nous, on est dans la tête de la locomotive, mais c'est quoi le contenu des wagons du train derrière, du 15e wagon de train? Et c'est là qu'on va commencer à observer, à voir et à prendre conscience de ah oui, il y a tout ça en moi. Et donc maintenant, je comprends le pourquoi du comment du comportement que j'ai eu. Et donc, par exemple, quand on prend des chasers qui sont hyper convaincus d'être flammes jumelles, qui croient à fond au récit flammes jumelles, etc., donc ils sont accrochés comme des gros malades à leur rocher. Donc on va dire que ça, croire à la flamme jumelle, c'est face de la pièce de monnaie. Et de l'autre côté, il y a pile. Et quand on fait tout ce travail-là, on a accès à pile, c'est-à-dire le fuel motivationnel, on va dire ça comme ça, premier, qui fait que du coup, on a tout ce comportement psycho-émotionnel et également matériel, c'est-à-dire dans la 3D, c'est-à-dire d'aller regarder du tarot, de la médiumnité, etc., de se croire flamme jumelle, etc., et puis de commencer finalement à se conditionner là-dedans. On se rend compte que pile, c'est toujours la peur du vide, du néant et de la mort. Donc du rien en fait, quoi. Et ça, c'est depuis près de 5 ans que je fais du coaching FJ, c'est 100% vérifié tout le temps. Dès qu'on commence à travailler sur lâcher prise sur mon envie de me croire flamme jumelle ou de m'identifier flamme jumelle, tôt ou tard, au bout de 5 minutes, au bout de 8 minutes, au bout de 15 minutes, au bout de 25 minutes, on arrive toujours sur cette peur ou ce fuel motivationnel, on va dire premier. Et la question c'est, est-ce que le chaser, il a choisi d'avoir ce fuel motivationnel donc, qui est basé sur la peur, c'est-à-dire le manque et le besoin, ou est-ce que c'est juste là en fait et c'est juste actif? Bah, c'est là et c'est actif parce que ça fait partie des programmes de l'inconscient. Et le truc, c'est que quand on commence à regarder son intériorité, qu'on commence à voir ça, alors on prend conscience, alors on s'éveille. On s'éveille sur comment je fonctionne à l'intérieur, parce qu'il y a moi et ce microprocesseur ou ce mécanisme automatique qui génère de la pensée, qui prend des décisions et qui contient finalement tout un tas de décisions, de programmes ou de blessures de l'âme, peu importe comment on les appeler, du passé en fait, quoi. Mais c'est toujours là. Donc c'est toujours actif en fonction de réactions qu'il va avoir en fonction des situations extérieures. Et donc c'est là que ça devient intéressant parce que l'exercice donné en début de vidéo,
quand on va le faire sérieusement, on va se rendre compte à l'intérieur que ça va coincer, ça va pas générer des émotions positives. Parce qu'il va y avoir un conflit entre, finalement, ces fuels motivationnels, parce que dès qu'on va commencer à mettre sur la table quels sont les faits que la flamme jumelle existe, qu'il y a autant de réunions de flammes jumelles, etc., on va se rendre compte qu'on a peu de choses à mettre. Donc il y a le conscient qui d'un côté dit, il n'y a pas grand-chose. Mais derrière, il y a l'inconscient qui va continuer de pousser. Il va continuer de pousser parce que pour l'inconscient, pour échapper à la mort, le vide et le néant, il faut être dans une certaine direction. Et ça va créer l'attente, ça va créer des pseudos « je garde la foi, je suis patient, je suis en parcours long ». Si tu as besoin de garder la foi sur un sujet XY, ça veut dire que tu l'as pas. Et c'est là qu'il faut rentrer dans son intériorité pour se demander pourquoi est-ce que j'aurais envie de garder la foi, notamment sur le parcours flamme jumelle. Je te laisse deviner la réponse. La peur du vide, de la mort et du néant. Et donc ce qui veut dire, et c'est pour ça que je l'avais dit dans je ne sais plus quel article de mon blog et dans je ne sais plus quelle vidéo, qu'en fait tout le récit flamme jumelle qui tend à parler de la réunion, du ci, du ça, etc., est un discours égotique, c'est-à-dire qui met en branle, qui active des mécanismes égotiques qui sont déjà présents chez le chaser et que ce n'était pas du tout un discours spirituel. Parce qu'un discours spirituel dirait la chose suivante. Pourquoi est-ce que tu as envie de courir derrière le runner? Pourquoi est-ce que tu as tant envie de la réunion? Pourquoi tu aurais envie de t'identifier flamme jumelle? Qu'est-ce que tu tentes d'éviter en t'identifiant flamme jumelle? Qu'est-ce que tu tentes d'éviter en refusant d'envisager la possibilité que tu ne sois pas flamme jumelle? Ça, c'est des vraies questions de spiritualité qui vont t'amener à avoir des réponses en toi. Sauf que le problème, c'est que le chaser en général, alors évidemment, ça va dépendre, encore une fois, je fais des grandes tendances, mais parce que ça dépend où on en est dans le parcours. Mais en général, il y a une bonne partie du parcours où ces questions-là, on n'a pas envie de se les poser parce que dès qu'on va se les poser, les réponses qui vont monter, elles vont créer un conflit intérieur. Ça va pas du tout nous plaire, on va se sentir mal. Et là, comme on s'identifie à la pensée et à l'émotion, je me suis posé une question, je me sens mal, c'est que c'est pas le bon chemin. Ouais, moi je serais toi, je réévaluerais quand même ce conditionnement. Hein. C'est noir, donc c'est négatif, c'est blanc, donc c'est positif. Quoi. Ça fait partie des conditionnements. Écoute ce qui résonne en toi. Si ça résonne avec un programme de ton égo mental, je te garantis que tu vas croire que c'est le bon chemin et pourtant tu peux être complètement à côté de tes pompes. Quand on te dit le runner va revenir, t'as vu, tu te sens bien, ça résonne en toi. Et pourtant il ne revient pas. Et ça fait 45 fois qu'on te le dit cette année. 45 fois 0 dans tous les univers. Hein. Même dans le multivers, hein, ça fait 0. Mais c'est pas grave, tu continues de ça résonne en moi, j'y crois, etc. Ça résonne avec une programmation en toi, mais est-ce que ça résonne avec toi et pas l'ego mental? Ça, pour le savoir, il n'y a qu'un seul truc à faire, la libération émotionnelle. Et quand on désactive ces différents programmes, tu vas te rendre compte que quand on dit ton runner revient, tu dis et alors? Écoute, quand il reviendra, je t'en parlerai. Et puis s'il ne revient pas, il n'y aura rien à dire. Et tu vas faire, c'est marrant, la même information avant elle résonne en moi et maintenant elle ne résonne plus. Quelle est donc la vérité derrière tout ça? Et oui, sauf que ça, c'est un chemin qu'au début, on n'a pas envie d'emprunter parce qu'on est sous emprise de l'ego mental en se croyant éveillé. Elle est là la grosse arnaque. Quand tu ne peux pas ne pas faire quelque chose, t'es addict, c'est tout. T'es sous emprise de ton ego mental. Si par exemple tu regardes des vidéos de tarot ou de médiumnité sur une base régulière, est-ce que tu arrives à ne pas le faire du tout pendant 2 semaines? Et si jamais tu tentes l'affaire, et j'ai bien dit si jamais tu tentes l'affaire, ok, on n'est pas fou, hein, on va pas se lancer là-dedans, tranquille, hein, on est des chasers éveillés, l'âme éveillée en premier et tout, dans une mission divine, donc on va pas trop tenter un truc aussi terrien que juste ne pas regarder des vidéos de tarot et de médiumité pendant 2 semaines. Que dis-je 2 semaines, je suis fou. Essaye 24 heures déjà pour commencer. Mais est-ce que du coup, si tu tentes l'affaire, c'est facile? Ou est-ce que pendant ces 24 heures, tu sens qu'il faut... Ouais, ça lutte, quoi, tu vois? Ça va te donner des informations. Déjà, si tu fais même pas le test, t'as l'information directe. Hein, t'es sous emprise en te croyant éveillé direct. C'est que t'oses même pas te rendre compte de ce qui pourrait se passer si jamais tu tentais de relever ce challenge. Si maintenant tu tentes de le relever, là, tu vas te rendre compte, est-ce que, ouais, non, en fait, si je décide de ne pas y aller pendant 4 jours, je n'y vais pas pendant 4 jours, et puis voilà, quoi. Ou est-ce que je lutte pendant 4 jours? Là, tu vas déjà avoir une information sur ce qui se passe vraiment en toi. Et donc, du coup, ça m'amène à ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, la phrase que j'ai eue sur un blog d'une personne qui disait « Mais l'essence de la flamme jumelle est d'atteindre l'amour inconditionnel. » Et je disais, cette phrase, elle est belle, mais en fait, elle veut strictement rien dire. Et ça, le problème dans la spiritualité New Age, c'est qu'on a plein de belles phrases comme ça qui utilisent des beaux mots et qui donnent une sorte d'empreinte ou de parfum poétique, mais la phrase, elle n'a pas de sens. Comment on sait si elle a du sens ou pas? Faut être assez poteau avec son dico.
Donc du coup, quand on regarde dans le dictionnaire, donc notamment le Larousse, essence, qu'est-ce que ça veut dire? Nature propre à une chose, à un être, ce qui les constitue fondamentalement. Donc quand on dit l'essence de la flamme jumelle est XY, on est en train de dire la nature propre de cette chose ou de cette entité ou de cet être, donc la flamme jumelle, ce qui les constitue fondamentalement est l'amour inconditionnel ou l'obtention de l'amour inconditionnel. Ce qui veut dire que le simple fait de dire l'essence de la flamme jumelle, c'est un tour de manche en communication, c'est que par le fait d'utiliser le mot essence, qui est donc la nature propre à quelque chose, à un être, c'est-à-dire que la chose existe, on est déjà en train d'ériger une idée que personne ne peut prouver, que personne ne peut démontrer et que personne ne peut vérifier au rang de quelque chose qui existe. Ce qui est quand même extrêmement puissant en termes de communication. Et si justement on n'est pas vigilant, eh bien on va écouter ça et puis on va commencer à arborer ça, à réutiliser ça, et puis ça va donner en fait toutes les dérives qu'on a dans le New Age en fait. Très généralement, un autre exemple, tout le monde dit le yin, le yang, etc., l'énergie yin, l'énergie yang. Mais il suffit de lire des bouquins de philosophie taoïste pour essayer de comprendre d'où ça vient finalement ce yin-yang, et on se rend compte qu'à la base, je répète, à la base, le yin-yang, ce sont des étiquettes et des catégories, ou c'est le principe yin-yang, mais ce ne sont pas des énergies. Et pourquoi je parle de ça? Mais parce qu'on en revient toujours en fait à la même idée, en fait, parler d'énergie yin ou yang, etc. On commence à parler de la nature de quelque chose, du coup des fondations qui font que la chose est ce qu'elle est. Et donc ça apporte quand même une certaine idée de d'une chose fixe, entre guillemets, immuable ou peu amovible, pour venir expliquer que les choses sont comme elles sont, etc. Et c'est là où faut être très attentif parce que la phrase l'essence de la flamme jumelle est d'atteindre l'amour inconditionnel, en fait, ça va placer les gens qui commencent à adhérer à ça parce que l'image est poétique, machin, etc. Et les met sur un chemin qui n'est pas le bon parce que du coup, la personne, elle va persister sur il faut que j'arrive à un certain stade, a priori l'amour inconditionnel, mais encore une fois, Marie, quelles sont les preuves, les données vérifiables, mesurables et quantifiables que des gens ont atteint ce stade et que ce stade, donc du coup, est possible à atteindre en fait, quoi. Oui, ma feuille est assez vide quand même. Du coup, pourquoi j'irais sur ce chemin-là? Et en fait, on va se rendre compte, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais on va se rendre compte, il faudrait que j'en fasse une autre vidéo de ça, qu'en fait, derrière cette idée de pseudo-amour inconditionnel, est en fait est caché des schémas psycho-émotionnels, notamment qui vient de la blessure de l'humiliation, de soumission en fait, inconditionnelle. On va le voir un petit peu rapidement dans la vidéo sur le discours entre guillemets officiel Flamme Jumelle. J'ai préparé 3 vidéos dessus. On reprend les 8 étapes du parcours Flamme Jumelle, les fameux 11 signes ou les X signes qui font que tu peux t'estampiller Flamme Jumelle sur donc les signes qui sont censés te montrer que tu es Flamme Jumelle, concept qu'on ne peut ni vérifier, ni démontrer et ni prouver. Enfin, tu vois, ça va loin dans l'incohérence, quoi. Et justement, et ça, on arrive à se rendre compte de ça, plus on se détache, en fait, du contrôle et de l'emprise que les programmes de l'ego mental ont sur nous, tout simplement. Et c'est pour ça que faire l'exercice proposé en début de vidéo et en prenant le temps de le faire, vu qu'on va se questionner pour aller dénicher les faits et différencier avec les opinions qu'on a par rapport à ces questions, fait qu'on va se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de nous, que des fois ça va vraiment coincer à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on va commencer à se rendre compte finalement qu'on est un petit peu, entre guillemets, deux à l'intérieur de nous. D'un côté la conscience, l'âme, ce qu'on veut, quoi. On va dire ça comme ça. Et de l'autre côté, la mécanique automatique due à des programmes, à ce microprocesseur, cet égo mental, et que des fois ça va dans d'autres directions opposées. Et ce qui va être intéressant, c'est quand on va se rendre compte que finalement ce qu'on a sur notre feuille en termes de faits, de données vérifiables et mesurables ou quantifiables, donc c'est un visuel réel sur le parcours Flamme Jumelle en termes de rayons, de ci, de ça, etc., c'est extrêmement mince en fait, c'est maigre. Pour autant, on est complètement poussé à aller dans cette direction. Et c'est pour ça que faire correctement l'exercice va permettre d'arriver à cette observation, c'est-à-dire que d'un côté, les faits sont très très maigres, pour autant il y a une puissance intérieure qui nous pousse à aller dans cette direction-là. Et là, il y aura deux options possibles.
Soit j'ai envie de croire que c'est mon âme qui me pousse là-bas alors que les faits montrent qu'il n'y a pas grand-chose. Et donc du coup, ça me permet de pas trop me questionner. Ou alors, je me questionne. Cette partie de moi là qui pousse dans cette direction, qui fait que du coup, je sens que c'est plus fort que moi. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir? Donc là, on retombe sur les fameux fuels motivationnels. Et si on pousse encore un peu plus loin, on se dit, mais est-ce que je peux pas apaiser cette partie de moi qui pousse comme une grosse malade dans telle ou telle direction? Donc ça, pour ça, il faudra jouer le jeu, faire de l'EFT, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite si je fais tout ça en fait? Il se passe ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que tout finit par se dissoudre, s'effilocher, et on revient à un état de calme et de paix. Et du coup, quand on est à cet état de calme et de paix, est-ce que du coup, on est toujours poussé vers l'autre? Non, plus du tout en fait. Plus du tout, du tout. On est libre en fait de ses propres chaînes intérieures. Et puis, à ce moment-là, se passera ce qui se passera. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce processus, quand on fait l'exercice, qu'on se rend compte finalement que les faits sont très très maigres, mais que pour autant ça pousse à l'intérieur de nous, et qu'on va se rendre compte de ça, du coup, on peut regarder le positionnement qu'on avait avant, et puis là, on peut le réévaluer. Du coup, est-ce que j'ai toujours, moi, envie d'être dans cette direction? On va se rendre compte que peut-être que le positionnement, on a envie qu'il change, mais justement, la partie de nous qui pousse vraiment très fort, nous pousse à aller à gauche, alors que nous, on tourne le volant à droite. Et c'est là qu'il faut se poser une vraie question. C'est pas parce que ça pousse vers la gauche et que c'est entre guillemets plus fort que soi que c'est le bon chemin. Surtout quand nous on dit mais attends, mais viens, on essaye d'aller à droite. Donc ça va dans deux directions opposées. Et ce qui est intéressant, c'est que je finirai par ça la vidéo, c'est que dans la spiritualité, souvent justement on dit que les désirs de l'âme ou la communication de l'âme est légère, elle chuchote, elle te suggère un chemin, mais tu peux ne pas y aller. Alors que l'ego mental, lui, de son côté, il te martèle jusqu'à que tu cèdes en fait, quoi. Et du coup, une question se pose. Suis-je vraiment piloté par l'âme ou par l'ego mental?